Nous sommes en l'an 9 après le Dieselgate et Volkswagen n'est absolument pas dans une super posture, malheureusement. Ça a fait les gros titres en cette fin octobre avec les résultats qui ont été publiés par l'entreprise et surtout les annonces qui ont été faites par rapport à ces résultats qui ont été présentés comme étant absolument décevants et sans précédent. Volkswagen a publié ses résultats intermédiaires pour le troisième trimestre de cette année, qui correspondent donc aux 9 premiers mois de l'année 2024, et ce qui leur permet déjà de très bien savoir où ils en seront d'ici la fin d'année. Alors deux choses intéressantes à relever concernant ces résultats jusqu'à septembre. Tout d'abord, le chiffre d'affaires n'est pas en baisse, on est à peu près à 1% d'augmentation de chiffre d'affaires entre les 9 premiers mois de 2024 et les 9 premiers mois de 2023. Et la rentabilité de Volkswagen est toujours positive. Le rapport annonce 5,6% de rentabilité. Donc on est sur une marque et une entreprise qui fait toujours des bénéfices. Le gros problème, et ce qui fait sonner toutes les alarmes chez Volkswagen, ce sont les résultats qui sont en baisse très sensible par rapport à 2023, puisque sur les 9 premiers mois de l'année, on est passé de 16 milliards de résultats à 12 milliards. Et vous en conviendrez, perdre 25% de résultats d'une année sur l'autre, ça peut inquiéter. Mais je tenais quand même à souligner, c'était peut-être pas trop dit dans les articles que j'ai pu lire dans la semaine à ce propos, Volkswagen est toujours une entreprise qui fait de l'argent et qui fait des bénéfices. On n'est pas dans une situation dans laquelle a pu être par exemple Peugeot Citroën au milieu des années 2010, vers 2013, où là c'était une entreprise qui perdait de l'argent. Et même Renault, il y a quelques années, avant l'arrivée de Luca De Meo, pareil, c'était une entreprise qui perdait de l'argent et qui était dans une situation nettement plus préoccupante que ce que ne l'est Volkswagen aujourd'hui. Alors bien sûr, quand on gère une entreprise aussi énorme que Volkswagen, on va pas juste se contenter et se rassurer du fait qu'on ne perd pas ou pas encore d'argent. On va surtout regarder la trajectoire sur laquelle on est d'une année sur l'autre, voire de plusieurs années, et la tendance, on va dire, sur les années qui vont suivre. Et c'est ça qui inquiète énormément, d'une part, le conseil d'administration de Volkswagen, et d'autre part, bien sûr, tous les salariés et employés de l'entreprise, surtout en Allemagne. Et c'est par rapport à cette perspective très préoccupante de la santé de l'entreprise qu'ont été annoncées donc par le conseil d'administration des mesures absolument drastiques et sans précédent de réduction de coûts, en particulier sur le sol allemand. Ces mesures, quelles sont-elles? La fermeture de au moins 3 usines sur le sol allemand. Volkswagen n'avait jamais fermé d'usine depuis son existence en Allemagne. Ceci s'accompagnerait de la suppression de plusieurs dizaines de milliers d'emplois, ce qui là aussi est absolument sans précédent, puisque le groupe Volkswagen assurait en Allemagne une sécurité de l'emploi assez forte pour ses salariés. Et ces accords qui avaient cours depuis une trentaine d'années sont désormais menacés. Fermeture d'usine, licenciement et pour finir, une baisse de 10% des salaires et un gel de ces salaires pendant 2 ans au moins pour pareil, là encore, diminuer les coûts. Je ne sais pas si le mot austérité est suffisant pour décrire à quel point la situation est très très dure pour Volkswagen en Allemagne, mais les annonces sont celles-ci. Et on verra à quel point elles se concrétisent d'ici la fin de l'année, puisqu'il y a une période de discussion obligatoire avec les syndicats pour tout le mois de novembre. Et à partir du mois de décembre, il y aura possibilité pour les salariés de lancer des grèves et on verra comment se présente le rapport de force d'ici cette fin d'année. Je vous propose aujourd'hui qu'on essaie de comprendre qu'est-ce que Volkswagen a fait et n'a pas fait pour en arriver dans une situation aussi mauvaise par rapport à son industrie en général. Et avant de vous expliquer quelles sont les causes de cette situation, je vais vous expliquer quelles sont les non-causes de cette situation, puisque je trouve que dans les articles et les vidéos que j'ai pu lire et consulter, que ce soit dans la presse française ou allemande, on a trop fait de mettre la responsabilité sur certaines personnes ou certains pays, et c'est à mon avis un peu trop facile. Tout d'abord, pour moi, ces problèmes ne sont pas la cause des travailleurs allemands. Les salariés et les travailleurs allemands sont à mon avis absolument pas responsables de tout ça. Et je ne pense pas qu'on puisse les accuser d'être trop chers ou trop fainéants ou que sais-je par rapport à d'autres salariés qui sont dans l'industrie automobile dans d'autres pays en Europe et dans le monde. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure, même plusieurs, d'industries qui produisent toujours des voitures en Allemagne et qui n'ont aucun problème avec leur force de travail. Donc je ne pense pas qu'on puisse accuser les salariés de Volkswagen pour cet état absolument désastreux
de l'entreprise. Et j'inclus aussi tout ou partie du management dans tout ça. On sait que Volkswagen étant une grosse entreprise de tradition allemande, il y a une certaine bureaucratie et une lourdeur dans les process, les prises de décision, etc. Mais ça, c'est le propre de toute industrie automobile allemande et même d'industrie automobile en général. Même s'il y a des groupes qui vont être un peu plus agiles que d'autres, forcément, on est sur de l'industrie lourde, on est sur des process qui sont assez contraignants, et c'est normal qu'on ait une bureaucratie qui ralentisse parfois les actions et la mise en œuvre de certaines décisions. Et pour moi, si cette bureaucratie est responsable de cette situation, c'est à hauteur de 10-15%, mais pas plus. Dans les articles que j'ai lus aussi, on a aussi incriminé la clientèle de Volkswagen. Hashtag les gens n'étaient pas prêts, avec les guillemets, d'acheter des voitures, surtout électriques, aussi chères que ce que Volkswagen les proposait. Là encore, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je veux dire, la clientèle automobile a toujours acheté des voitures à tous les prix. Et le tout n'est pas d'avoir une voiture qui coûte 40 ou 50 ou 60 000 euros, c'est surtout de voir quelles sont les prestations qui sont offertes en face. Autre bouc émissaire qui est cité dans les articles, c'est la Chine. Je pense que la Chine et le marché chinois a une certaine responsabilité dans la situation, mais pas dans le sens où c'est relaté dans les articles. Dans la presse, ce qu'on vous dit, c'est que les constructeurs chinois sont responsables du marasme de Volkswagen parce qu'ils font du dumping sur les voitures électriques et c'est pour ça que Volkswagen n'arrive pas à s'en sortir, etc. Je pense que le problème n'est pas du tout là, mais la Chine a quand même une certaine responsabilité et je vous expliquerai laquelle un peu plus tard dans cette vidéo. Donc là, je vous ai fait la liste des non-responsables de la situation de Volkswagen. Pour moi, quelles sont les causes de cette situation? Ce sont avant tout des décisions qui ont été prises ces 4, 5, 6 dernières années et dont les conséquences aujourd'hui montrent qu'elles n'ont pas été de bonnes décisions. Alors, je ne prétends absolument pas être plus malin que les dirigeants de Volkswagen en disant qu'il y a 4 ou 5 ans, si j'avais été à leur place, j'aurais pris des meilleures décisions. Je vais juste vous faire un inventaire de ces décisions et vous montrer pourquoi elles n'ont pas marché. Et je peux tout à fait comprendre qu'il y a 4 ou 5 ans, quand on était à la tête de Volkswagen, soit on n'avait pas pensé à certaines choses, soit on pouvait penser que le marché ou la conjoncture allait s'orienter d'une certaine manière. Et malheureusement, ça ne s'est pas avéré. Du coup, le premier problème de Volkswagen pour moi, c'est leur décision concernant les véhicules thermiques. Et en particulier, le fait de ne pas avoir investi dans les véhicules hybrides non rechargeables, les véhicules hybrides non rechargeables haute tension, c'est-à-dire comparables à ce que peut faire Toyota, Renault ou Hyundai Kia. Quand on voit à quel point ce marché est énorme désormais en Europe et porte, je pense, à lui seul une grosse partie du marché des véhicules thermiques en Europe, c'est pour moi une grosse erreur que Volkswagen a fait de ne pas avoir investi dans les hybrides haute tension non rechargeables. Ils ont mis beaucoup d'argent dans les hybrides rechargeables avec tous les défauts qui, selon moi, leur sont associés, à savoir un prix et un poids très élevés et une homologation très tendancieuse de ce genre de véhicule qui ne demandait qu'à être rectifié par l'Europe, entraînant du coup leur non-pertinence d'un point de vue fiscal. Le deuxième problème de Volkswagen concerne la stratégie qu'ils ont adoptée dans l'électrique, qui en soi aurait pu paraître être une bonne stratégie d'investir dans une nouvelle plateforme 100% dédiée à l'électrique. Mais plus que la décision, c'est vraiment l'application et la mise en œuvre de cette décision qui a posé problème. La plateforme MEB dédiée à l'électrique est une plateforme qui a été vraiment mal née et qui a été conçue dans la précipitation avec des économies de bout de chandelle qui ne passent pas et qui entravent en partie la compétitivité de la plateforme. Deux exemples d'économies de bout de chandelle et qui montrent à quel point ça a été précipité selon moi. C'est le poids des véhicules associés. C'est de notoriété assez commune maintenant que les véhicules sur la plateforme MEB sont bien plus lourds que ce qui pourrait être si Volkswagen avait choisi les bons aciers à haute limite d'élasticité ou même de l'aluminium comme le font leurs petits camarades de la concurrence. Et ça a apporté un certain handicap sur l'efficience des premières voitures électriques basées sur cette plateforme. Enfin, deuxième exemple qui est pour moi symptomatique de comment cette plateforme a été mal conçue, c'est qu'ils se sont embêtés à concevoir
des freins arrière à tambour, plutôt que de prendre sur étagère des freins à disque qui existaient déjà et de ne pas du tout avoir à les reconcevoir, à les redessiner, à refaire de nouvelles pièces, même si c'était un peu trop par rapport aux besoins spécifiques de la plateforme. Là, ils ont conçu des freins à tambour. Ça a coûté en conception, en définition, il fallait requalifier de nouvelles pièces, les tester, etc. pour en plus avoir quelque chose sur une voiture qui hurle l'économie de bout de chandelle. Et se retrouver avec des Audi qui dépassent les 75 000 euros, voire plus, avec ce type de technologie sur le freinage, ça fait tâche. Et parmi les autres problèmes de Volkswagen avec sa nouvelle gamme électrique, en tout cas sous la marque Volkswagen, on peut citer par exemple l'absence de gigafactory de batterie en Allemagne. Et ça, je pense que c'est un gros manque si Volkswagen avait vraiment pris les choses à bras-le-corps pour assembler et fabriquer un nombre important, vraiment en volume, de voitures électriques sur le sol allemand, il fallait investir dans une gigafactory de batterie ou même plusieurs sur le sol allemand. Enfin, un autre problème, bien sûr, concernant les électriques de Volkswagen, c'est le prix auquel elles étaient proposées. La stratégie 100% SUV avec l'ID4, l'ID5, le Skoda Enyaq n'a certainement pas aidé. Mais toujours est-il que le marché n'a pas répondu favorablement à cette offre qui était beaucoup trop chère. Et le plus malheureux dans tout ça, c'est que Volkswagen avait une petite voiture électrique très efficiente qui s'appelle la e-Up, qui est toujours au catalogue et dont la conception n'a pas évolué depuis son lancement avec la version 2.0 et la entre guillemets grosse batterie de 32 kWh. Et c'est bien dommage. C'est quelque chose que j'ai déjà partagé. Je suis persuadé que si Volkswagen avait investi au moins un petit peu dans cette voiture, ils auraient pu en vendre énormément. Peut-être pas gagner beaucoup d'argent, mais gagner beaucoup de clients sur des Volkswagen électriques. Ce qui n'aurait certainement pas été une mauvaise chose, notamment pour abaisser les quotas d'émissions de CO2 moyennés de toutes leurs ventes et éviter les amendes associées. Donc mauvaise décision côté thermique, mauvaise application des décisions, on va dire, côté électrique. Un autre gros problème des Volkswagen de ces dernières années, c'est la qualité des voitures. Et en particulier la qualité dans l'habitacle. C'est très très net, quels que soient les Volkswagen de ces dernières années ou même les Audi de ces dernières années, quand vous rentrez dans l'habitacle, vous sentez à quel point la qualité a baissé, la qualité du mobilier, la qualité des selleries, voilà ce qui faisait la force du groupe Volkswagen il y a 5 ou 10 ans. Et je pense que ça ne pardonne pas, parce que les prix, eux, n'ont absolument pas baissé et les clients ne s'y sont absolument pas retrouvés. Associé à ça, une ergonomie complètement catastrophique avec l'abandon des boutons en tout genre, alors que l'ergonomie était un gros point fort des Volkswagen et même de toutes les marques du groupe Volkswagen. Et vous obtenez un gros fiasco de ces dernières années pour le groupe. Moi, le détail qui m'a le plus marqué, c'est le coût des vitres arrière électriques sans bouton côté porte-conducteur sur les Volkswagen ID3, ID4, etc. Je ne comprends pas comment on a pu en arriver jusque-là. C'est dire sous quelle pression devaient être les équipes qui ont construit ces habitacles. À tel point que la marque du groupe Volkswagen qui pour moi propose les habitacles les plus sympas, aujourd'hui c'est Skoda. Skoda avec l'Enyaq a fait un excellent boulot, avec des vrais boutons sur le volant, 4 lève-vitres, des belles selleries, un beau tableau de bord, un habitacle tel qu'on l'attendait sur une Volkswagen, voire même sur une Audi. Quatrième problème dans toute cette histoire qui est assez lié à la nouvelle plateforme électrique, aux nouvelles plateformes électriques au pluriel, c'est les problèmes logiciels et en particulier le fiasco de la filiale Cariad qui est dédiée au logiciel chez Volkswagen. La Volkswagen ID3 qui a inauguré la plateforme MEB pour le groupe a eu de gros problèmes logiciels à son lancement et Volkswagen a dû retarder le lancement et même quand la voiture a été lancée, elle avait de gros problèmes, de gros soucis et des fonctionnalités importantes n'ont pas pu être disponibles dès le début comme CarPlay ou Android Auto et même il y avait aussi des gros problèmes notamment en ce qui concerne les bornes de recharge où vous pouviez vous connecter à certaines bornes et soit ça ne marchait pas, soit vous n'aviez pas la puissance attendue pour la recharge en courant continu. Et comme si ce fiasco ne suffisait pas pour l'ID3, il y a eu l'histoire qui s'est répétée pour les nouvelles Porsche Macan et Audi Q6 e-tron sur la nouvelle plateforme électrique haut de gamme du groupe Volkswagen. Ce sont des voitures dont le lancement a été retardé d'1 an au moins pour les mêmes raisons, pour des problèmes logiciels.
Cinquième problème du groupe Volkswagen, c'est la Chine. Mais pas la Chine dans le sens où on vous l'a écrit dans les articles des médias traditionnels, à mon avis. Le problème concernant la Chine, c'est que Volkswagen a énormément construit son outil industriel des années 2000 et 2010 pour faire du volume et de l'argent en Chine, avec des joint ventures et avec beaucoup d'usines en Chine. On a même plusieurs joint ventures et on peut se retrouver avec des modèles Volkswagen qui sont à la fois développés avec FAW et SAIC d'un autre côté. Donc voilà, on a par exemple l'ID4 ou l'ID6 qui sont disponibles chez les deux coentreprises Volkswagen en Chine. Et le problème, c'est que depuis quelques années, les constructeurs chinois font d'excellentes voitures, que ce soit thermiques, hybrides ou électriques. Et de ce fait, les consommateurs chinois, les automobilistes chinois, achètent des voitures chinoises. Incroyable, n'est-ce pas? Des marques comme BYD se sont nettement et rapidement imposées sur leur marché domestique et désormais les Chinois n'ont plus besoin d'acheter chez des marques étrangères ou même allemandes pour avoir des bonnes voitures, des voitures de qualité, des voitures qui fassent premium, luxueuses ou que sais-je. Et pour moi, le coup de grâce de cette histoire, en plus de BYD qui s'est accaparé des volumes monstrueux sur le marché chinois, c'est ce qu'a fait Xiaomi. Xiaomi, ils ont ridiculisé Porsche en 1000 jours. La marque chinoise d'équipements électroniques de la maison, de smartphones, etc. s'était donné 1000 jours pour concevoir et mettre sur le marché sa première voiture électrique. Et ça a donné la SU7 qui a fait grand bruit, et pas qu'en Chine. Et c'est aujourd'hui un grand succès commercial. Et Xiaomi est très content de sa voiture et n'a pas spécialement l'intention de l'exporter pour le moment, puisque la demande intérieure en Chine dépasse largement l'offre qu'ils sont capables de produire initialement. Donc retenez bien ça, Xiaomi a mis 1000 jours pour discréditer Porsche sur le marché chinois. Ça laisse à réfléchir. Pour être clair, le problème concernant la Chine, ce n'est pas que les constructeurs chinois importent des voitures massivement en Europe. Ils le font, mais ça reste pas encore massif. En tout cas, c'est pas ces importations-là qui ont posé problème à Volkswagen en 2024. Le problème, c'est que en Chine, les Chinois n'achètent plus de voitures du groupe Volkswagen. Ils achètent des voitures chinoises. Et Volkswagen était beaucoup trop dépendant ces 10-15 dernières années sur ses exportations et son marché chinois. Dernier problème de la liste que je voulais détailler aujourd'hui, c'est la concurrence. Volkswagen n'est pas tout seul sur le marché, que ce soit en Chine, en Europe ou même en Amérique du Nord. Et je voulais vous donner quelques exemples pour illustrer l'environnement concurrentiel dans lequel évolue le groupe Volkswagen partout dans le monde. On va prendre 4 exemples dans ce dernier problème lié à la concurrence. Le premier, c'est Tesla, bien sûr. Tesla qui a une forte avance dans le domaine des voitures électriques. Tesla qui joue à domicile en Amérique du Nord. Tesla qui a ouvert une usine en Allemagne et qui prouve qu'on peut très bien fabriquer des voitures électriques en Allemagne et gagner de l'argent. Et qu'il n'y a pas du tout de problème de coût du travail ou de compétences des salariés allemands. Tesla qui a des voitures qui ne sont même pas spécialement plus chères que celles du groupe Volkswagen, puisqu'on est entre 40 et on va dire 130 000 euros en fonction du modèle. Et ils n'ont pas de mal à les vendre, et c'est loin d'être un prix ultra abordable pour les masses, quel que soit le marché. Et Tesla qui a ravi la place de voiture la plus vendue en Europe à Volkswagen l'année dernière en 2023, avec le Tesla Model Y. Pendant des années, la voiture la plus vendue en Europe, c'était la Volkswagen Golf. Et en 2023, c'était la Tesla Model Y, grâce à l'usine de Berlin, qui a pu produire massivement et approvisionner le marché européen. Deuxième concurrent menaçant pour Volkswagen, c'est Renault. Parce que Renault, eux, ils font des voitures abordables, surtout avec Dacia. Ils font des voitures hybrides haute tension non rechargeables, donc ils sont au cœur du marché européen tel qu'il est aujourd'hui, ce que ne fait pas Volkswagen, mais ce que fait par exemple Toyota depuis bien longtemps et Hyundai depuis un peu moins longtemps. Et Renault aussi, ils font des voitures électriques désirables. Alors, je dis pas que ce sont les meilleures voitures électriques ni les moins chères, mais elles sont à mon avis plus désirables que les Volkswagen. La Renault Mégane électrique a quand même un peu plus de gueule que la Volkswagen ID3. Le Renault Scénic électrique est beaucoup plus désirable à mon avis que le Volkswagen ID4, tout en étant même un peu moins cher. Et Renault arrive sur un segment moins cher avec la Renault 5, plutôt que Volkswagen n'arrivera avec son équivalent de Polo électrique. Pour le moment, la Renault 5 dépasse les 30 000 euros, mais on espère que d'ici un an, voire un peu plus, elle sera à moins de 30 000 euros.
Et est-ce que Volkswagen aura le temps de réagir d'ici là? Eh bien, rien n'est moins sûr. Et une autre force de Renault, que ce soit sur les électriques ou sur les hybrides, ou même sur les Dacia, c'est le logiciel avec les services Google et le système d'exploitation Android Automotive. C'est vraiment une force des Renault d'aujourd'hui et clairement un avantage compétitif en comparaison des Volkswagen équivalentes. Troisième concurrent que je voulais citer, c'est BMW. BMW m'a énormément surpris parce que après l'arrêt de la BMW i3 et surtout la mise au rebut de tout l'équipement industriel qui a été conçu pour cette petite voiture très innovante et très en avance sur son temps, on aurait pu penser que BMW ne soit pas dans la meilleure position pour réussir. Et ben c'est pas vrai. BMW arrive à vendre très très bien ses voitures électriques. Et je pense que ce qui fait leur force, c'est la qualité des voitures. Et surtout la qualité des habitacles. Quand on rentre dans une BMW i4, i5 ou dans une moindre mesure iX1, on entre dans une voiture allemande telle qu'on se l'imaginait il y a encore 5 ans ou 10 ans. Et c'est ce qui plaît aux clients. Et aussi, ces 15-20 dernières années, BMW a construit une expertise assez impressionnante en ce qui concerne la gestion de la valeur de ses voitures et arrive à se positionner sur des offres de leasing toujours très compétitives sur le marché, avec souvent des offres avec des loyers comparables aux constructeurs généralistes sans apport. BMW qui arrive à bien s'en sortir avec des véhicules de transition comme la i4, la i5 ou la iX1 qui restent encore basés sur des plateformes avant tout conçues pour le thermique, mais BMW qui va bientôt sortir ces modèles Neue Klasse qui vont être les nouveaux modèles 100% conçus électriques de la marque, et à mon avis ça va être très intéressant à suivre puisqu'ils sont en position de force. Et là encore, ils fabriquent et conçoivent leur voiture en Allemagne. Ils ont, à mon avis, autant, si ce n'est plus, de bureaucratie que chez Volkswagen. Et ils arrivent à faire de bons chiffres malgré tout. Et dernier concurrent que je voulais mentionner, c'est Hyundai Kia. Hyundai Kia qui s'est particulièrement distingué à partir de 2018 avec leur offre hybride et électrique sur le Kona d'un côté, la Ioniq et le Niro, qui a été une offre incroyablement bien calibrée, le bon produit au bon prix, et arrivé fin 2018 avec des voitures électriques qui ont des grosses batteries de 64 kWh au prix où elles étaient présentées à l'époque. Et ça, ça a clairement changé la donne sur le marché de l'électrique, en tout cas à l'époque. Ce n'est peut-être pas les nouvelles générations de Kona et de Niro qui vont chambouler la donne aujourd'hui, mais je mets quand même un petit ticket sur le Kia EV3, qui me paraît être une voiture très intéressante par rapport au prix où elle est annoncée. Et c'est sans parler des modèles basés sur la plateforme iGMP, 800 volts, Ioniq 5, Ioniq 6, Kia EV6, Kia EV9. C'est des modèles qui ont eu une excellente presse et plutôt de bons chiffres de vente par rapport au prix auquel ils sont vendus, et qui se sont distingués par leur design qui était très impressionnant, très novateur. On n'est pas du tout sur le design très plan-plan d'une Volkswagen ID4. Je vous ai fait le tour d'horizon des problèmes qu'a rencontré Volkswagen ces 5 dernières années et qui l'ont conduit dans cette situation aussi délicate que celle dans laquelle il se trouve aujourd'hui. J'aimerais quand même terminer cette vidéo en disant qu'il y a toujours pire. Deux exemples. Stellantis qui est embourbé dans les problèmes sur ses voitures thermiques avec le PureTech d'un côté, le Blue HDI de l'autre, la Fiat 500 qui se vend pas, etc. Et de l'autre côté, Mercedes qui s'est complètement planté dans sa stratégie électrique avec sa gamme EQ complètement ratée d'un point de vue design. Je ne sais pas si ça va rassurer Volkswagen et surtout les salariés qui sont en risque de perte d'emploi. Mais même en Allemagne, il y a une situation, il y a des constructeurs qui font encore pire au niveau de leur stratégie et de leurs résultats. Au-delà de tailler dans les coûts et la masse salariale, quels sont les leviers intéressants à manœuvrer pour Volkswagen pour sortir de cette situation délicate dans laquelle il se trouve aujourd'hui? Alors j'en ai identifié quelques-uns, je vous laisserai me dire en commentaire si vous êtes d'accord. C'est quelques décisions qui pour moi pourraient aider Volkswagen à s'en sortir dans les quelques années qui vont suivre. Premier point, refaire de la qualité des habitacles un standard de l'industrie, sans être dans quelque chose de luxueux. Retrouver ce qu'on aimait sur le Volkswagen, par exemple la Golf 7 qui était unanimement reconnue pour sa qualité, à savoir de bons matériaux, de belles selleries, une belle ergonomie et un logiciel impeccable en ce qui concerne la navigation, la gestion de la voiture via l'écran. Deuxième chose, simplifier
au maximum les gammes. Les groupes allemands adorent avoir des gammes avec plein de modèles, plein d'options. Et ça coûte super cher à gérer et à maintenir. Je pense qu'il va falloir absolument revenir à des gammes plus simples pour pouvoir réduire les coûts là encore. Ils y ont été forcés durant la crise des semi-conducteurs, où on avait beaucoup moins de finition et beaucoup moins d'options, et je pense qu'ils vont devoir y revenir pour rester dans le coup. Troisième décision que je prendrai à leur place, c'est mettre un petit peu d'argent dans la e-up. Mettez un écran multimédia dans cette voiture, mettez-lui CarPlay, mettez-lui un GPS avec un planificateur, même si elle a une petite batterie. Donnez-lui un peu l'amour qu'elle mérite, cette petite voiture, pour qu'elle se vende, parce que elle le mérite tout simplement. Et surtout, ça permettrait de mettre une voiture pas chère, une Volkswagen pas chère, entre les mains de beaucoup de conducteurs et de conductrices. Une Volkswagen électrique. Et ça serait franchement un super coup pour la marque. Je pense qu'il n'y a pas énormément d'investissement à faire dessus, mais quelques millions à mettre, on va dire, pour que cette voiture retrouve un petit peu d'intérêt sur le marché. Autre décision que je prendrais, notamment sur la marque Volkswagen, c'est proposer une batterie plus petite sur la Volkswagen ID.7. L'ID.7, grâce à sa forme de berline très aérodynamique, consomme peu et peut prétendre à des autonomies très élevées avec les batteries 77 et 84 kWh qui sont proposées. Je pense que ce serait absolument pas idiot de proposer une batterie autour de 60 kWh sur cette voiture. Ça permettrait de sensiblement baisser le prix tout en conservant une autonomie homologuée tout à fait honorable. D'autant que les Volkswagen chargent assez vite sur cette plateforme. On est aux alentours de 25 minutes pour un 10 à 80%, ce qui est relativement honnête comme temps. Et bien sûr, on l'aura bien compris, après avoir baissé tous les coûts, il va falloir baisser les prix, tout simplement, pour qu'ils se retrouvent en adéquation avec les différents marchés sur lesquels Volkswagen est présent. Quand on voit le prix de Volkswagen, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou en Chine, ils ne sont plus du tout dans le coup par rapport aux concurrences locales, que ce soit Tesla aux États-Unis, Renault en Europe ou BYD en Chine. Volkswagen n'est tout simplement plus dans le coup. Et si les prix ne baissent pas, à mon avis, la situation ne pourra pas se retourner en leur faveur. Et vous, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Qu'est-ce que vous pensez des Volkswagen thermiques ou électriques de ces dernières années? Est-ce que vous avez acheté une Golf 8 ou une ID3, une ID4? Dites-le moi en commentaire, je serais très intéressé de vous lire. Et surtout, dites-moi aussi si vous avez envisagé une Volkswagen, mais que finalement vous avez acheté autre chose. Là aussi, ce sera très intéressant de comprendre pourquoi. Encore merci pour tous les likes, les commentaires et les abonnements suite aux dernières vidéos que j'ai partagées. Ça me fait vraiment très plaisir. En attendant de vous lire et de vous retrouver, je vous souhaite une bonne route. Et je vous dis à bientôt.